Le bateau arrive. Allez, on y va. Vite, vite, faut pas le rater. Jean est instituteur à l'école maternelle de son village. Mais l'essentiel des 50 € qu'il empoche chaque mois, il le gagne en poursuivant des navires de passage. On est prévenu de l'arrivée des bateaux par téléphone. Les pêcheurs nous alertent quand ils passent le village de Kouamout. Jean l'attendait depuis plus d'une semaine. Un convoi de marchandises. Un mastodonte de rouille et d'acier qui ne transporte pas que du fret. Un bateau bidonville de 200 mètres de long. Allez, ramez, ramez. Plus de 700 personnes embarquées dans une traversée infernale d'1 mois. Jean vient les ravitailler. Qui veut des prunes? 200 francs les 15. Quoi? Mais c'est trop cher! Des familles entières campent au milieu de la cargaison, dans une insalubrité totale. Bah bien sûr que c'est mauvais de boire l'eau du fleuve. Mais bon, je vais pas en mourir. Dans une promiscuité délirante, certains vivent et dorment à quelques centimètres du bord. C'est très dangereux. Le soir, on étale notre matelas. Ma sœur dort avec son fils dans les bras et moi, je me mets dans l'autre sens. Ces hommes et ces femmes n'ont pas le choix. En République démocratique du Congo, le fleuve est l'unique moyen de transporter hommes et marchandises d'un bout à l'autre du pays. Aucune route ne traverse les 1700 km de forêt équatoriale. Cette épopée commence à Kinshasa, la capitale, le port de commerce et le poumon économique d'un des pays les plus pauvres du continent africain. On y charge encore toutes les marchandises à dos d'homme. Du sucre, du ciment, des médicaments et autres produits manufacturés. Mais pas de passagers. Ici, c'est interdit. Lundi les 11. Le convoi, composé de 5 barges, appareille avec 25 000 tonnes de fret dans ses cales et des engins de chantier sur le pont. Les passagers attendent à 10 km de la capitale. Pour leur permettre d'embarquer, le bateau fait escale pour la nuit dans un marais, attaché à un arbre. Dans l'obscurité, surgissent les premiers voyageurs dans des pirogues bourrées de marchandises. Pourquoi tu nous presses, là? Si on tombe à l'eau, on est mort. Tu sais nager, toi, peut-être? On y va. Attention. Dieu merci a 32 ans. Il embarque avec 3 de ses frères, sa femme et sa fille d'1 an et demi. Simba. Vas-y, attrape. Doucement, doucement. T'inquiète pas, on va ranger après. Reste calme. Comme la plupart des passagers, Dieu merci et sa famille sont commerçants. Ils partent vendre une cargaison de casseroles, de bouteilles d'alcool et bien d'autres choses aux confins du pays. Ce commerce, c'est toute notre vie. On a laissé notre famille et on part gagner de quoi vivre. Quand on embarque, il faut être très vigilant. Parce qu'il y a plein de voleurs qui rôdent en pirogue. Si t'es pas sur le qui-vive, ils te volent tout. Très vite, les barges sont prises d'assaut.
Chaque centimètre carré est investi à la hâte. Combien de personnes va dormir ici? 3 personnes. Sous ce camion, au moins, on dormira à l'abri de la pluie. Il est 2 h du matin. Ah, je suis crevée. Dieu merci et sa famille se couchent. Le chargement se poursuivra jusqu'à l'aube. Non mais t'as vu comment elle penche la barge? Mais patron, les passagers n'écoutent rien. Richard Mbo est le commandant. Mais vous chargez ça n'importe comment! Bande d'abrutis! Allez, bougez-vous les gars. On n'est pas à l'hôtel. Lorsque le convoi s'ébranle, près de 500 personnes ont pris place à bord. Pour Dieu merci, c'est la routine. Il fait 3 à 4 voyages par an depuis une dizaine d'années. Allez, on replie le matelas. Dieu merci n'attend jamais d'être arrivé à destination pour faire du business. Dès le réveil, il installe sa petite boutique. Le matin, il y a plus de clients. Donc le premier qui ouvre fait plus d'argent. Du lait en poudre, du savon, des piles électriques, de l'alcool. Le peu qu'il gagne à bord lui permet de nourrir sa famille pendant les 4 semaines de navigation. La petite, c'est son premier voyage. Le temps va lui sembler long. Elle va devoir rester assise. Pourquoi tu pleures? T'as faim? Je vais aller te chercher un beignet. Du jour au lendemain, un petit village s'est installé avec des dizaines d'échoppes. Combien tu vends tes boîtes de tomates? 300 francs. J'ai fait des beignets, mais personne m'en achète. Mets-moi un sachet. On trouve presque tout à bord. Presque tout le monde se débrouille pour vendre quelque chose, pour survivre. Commerce de bouche en tout genre. Ça, c'est une tête de bois grillée. Chausseurs d'occasion, tendance locale. Un barbier. Des lavandières. Et même un quincaillier. Combien le cahier? Le plus gros business à bord, c'est sans aucun doute celui des boissons fraîches. Mets-moi 2 sachets d'eau minérale, s'il te plaît. Les congélateurs appartiennent aux officiers et aux commandants du bateau. Ils ont toujours de l'électricité grâce au moteur. Les passagers qui veulent une boisson fraîche sont obligés de les acheter ici. Le commandant, il fait beaucoup d'argent, lui. Ce petit à côté permet au commandant de doubler son salaire de 500 € par mois. Comme la plupart des marins, Richard Mbo voyage d'habitude avec sa femme. Cette fois, elle n'a pas pu embarquer car elle vient d'accoucher de leur 10e enfant. À la maison, je ne reste qu'une semaine, 10 jours, et le reste du temps, c'est pour faire le travail. Votre femme, elle ne vous manque pas? Non, non. Mais le commandant ne peut pas voyager seul. Alors sa belle-mère a remplacé son épouse. Voyager seul, le capitaine du bateau. Est-ce que vous aurez le temps tout simplement de faire la cuisine, la vaisselle, et puis tout ça? C'était pas difficile. Laver les habits, il n'y aura pas de temps. Votre femme, elle préfère que vous ne soyez pas tout seul, quoi. Et d'abord, c'est pour garantir ma sécurité. Du côté prostitution, tout ça. Comment ça? Hein? Je comprends pas. Le bateau est plein de femmes. Si vous voyagez seul, vous risquerez peut-être de tomber. Vous risqueriez de tomber dans les bras d'une autre femme. Exactement.
À bord, l'espace vaut de l'or. Car sur les barges, il se réduit à mesure qu'embarquent toujours plus de passagers. Pousse-toi! Mais où tu veux que j'aille? Mais c'est toi qui bloques le passage. Accrochez les sacs en hauteur et perdez pas de place. Les matelots censés organiser le chargement sont complètement dépassés. Il n'y a plus de place, mais on dit aux gens qu'il n'y a plus de place, mais on ne peut pas leur forcer de ne plus monter. Ils sont en train de monter par leur propre force. On ne refuse personne, mais on fait payer tout le monde. T'as combien de sacs là? 1, 2, 3, 4. Hein? 4. Les autres derrière, c'est pas à toi. Sido et ses assistants sont chargés de l'encaissement et de contenir le mécontentement des passagers. Vous êtes sur une embarcation privée, il faut payer le billet. C'est 8 € par personne. C'est ça. D'accord, mais vous allez pas me facturer les sacs? Ce sont mes effets personnels. Il me fait marrer, lui. C'est des sacs de farine, ça. Tu fais du business, donc tu payes une taxe en plus. Nixon, écrivez, non? Ceux qui n'ont pas les moyens de payer sont saisis d'une partie de leurs marchandises. Et le tarif est le même pour tout le monde, quel que soit l'emplacement. Certains vivent et dorment plus de 3 semaines à côté du moteur. On ne s'y entend pas parler. D'autres ont trouvé un abri entre des ballots de marchandises. On est 4 là. On mange et on dort ici. Les emplacements les plus dangereux sont sur les coursives. Embarqués parmi les derniers, Sylvie, son fils Léon et sa sœur Adrienne n'ont pas eu le choix. Vous allez dormir où avec le petit? Ici. Là, ici même, ici? Il a une année. C'est très très dangereux pour les petits. Il n'y a pas de place. Nous sommes des cascadeurs. Ce serait très difficile pour nous. Si la pluie commence, nous allons souffrir. Nous n'avons même pas le sauvetage, nous n'avons pas le parapluie, pas de moustiquaires, tel qu'on est là. Adrienne ne sait pas nager, tout comme Dieu merci et l'immense majorité des passagers. Je suis toujours vigilante. Ma fille reste toujours auprès de moi. Je ne veux pas qu'elle s'approche du bord. Elle n'a pas le droit de sortir de ce périmètre. L'an dernier, j'ai un ami qui est mort noyé. On était partis ensemble de Kisangani. Et une nuit, à 4 h du matin, il est tombé quand on dormait. Le commandant a envoyé une pirogue, mais ils ne l'ont pas retrouvé. C'est allé très vite. Pas de radeau de survie, ni de gilet de sauvetage à bord. Aucun service public de secours sur le fleuve. La plupart des accidents se produisent lorsque les passagers font leurs besoins par-dessus bord. Il n'y a que 4 toilettes pour 700 personnes. En journée, les hommes se lavent à l'arrière. Les femmes, elles, attendent la tombée de la nuit. Lorsque les passagers s'endorment, il devient presque impossible de se déplacer sur le pont. Plus rien ne bouge, ou presque. Les occupants des coursives, comme Petit Léon et sa mère Sylvie, peuvent enfin s'allonger. Pour ne pas qu'il tombe, je le prends comme ça. Je l'entoure avec mes bras.
Laisse-moi passer, s'il te plaît. Pour diriger le navire dans l'obscurité, l'officier de quart s'efforce d'éclairer les berges. Il n'y a pas de GPS à bord, pas de sondeur, ni de prévision météo. Tu as vu les remous à la surface là-bas? Il faut y aller doucement, hein. Le capitaine en second navigue sur le fleuve depuis 30 ans, toujours à vue, avec en cette saison un courant de face très fort. Maintiens ton cap. Je crois qu'il y a des bancs de sable à tribord. Il a bien des cartes nautiques, mais elles datent de l'ère coloniale. Les cartes sont de 1960. Ce sont des photocopies. T'as vu dans quel pays on vit? Le balisage ne correspond pas. Les bancs de sable sont mal indiqués parce qu'ils se sont déplacés avec le temps. À l'avant du bateau, on sonde à la main, de jour comme de nuit. Il y a de l'eau. La seule chose sur laquelle les marins doivent pouvoir compter, c'est leur moteur. Ceux du remorqueur sont flambant neufs. C'est rarissime sur le fleuve Congo. L'immense majorité des embarcations qui s'y risquent sont propulsées par des engins d'un autre âge. En particulier, ces baleinières en bois. Le voyage coûte moins cher que sur les grands navires. À leur bord, on communique le plus souvent avec des gestes, dans un boucan d'enfer. Sous cette bâche, 2 pétaux d'hier. Le boulot du mécanicien en bas, c'est d'alimenter les moteurs en eau en permanence pour les refroidir. Sur les moteurs chinois, les pompes ne marchent jamais. Alors faut remplir à la main. Forcément, sur ces rafios, on voyage à ses risques et périls. Venez nous aider! Au secours! À l'aide! Arrêtez-vous! Au milieu de nulle part, nous croisons un convoi en panne. 500 personnes à bord. Ça fait 4 jours qu'on nous a abandonnés ici. Montrez à la télévision comment on nous traite dans ce pays. Depuis le départ, c'est panne sur panne sur panne. C'est l'enfer. L'armateur est un escroc. C'est vraiment la galère. On a à peine de quoi manger. On avait embarqué pour gagner notre vie et voilà où on en est. Les naufragés sont condamnés à attendre que des pièces détachées arrivent de Kinshasa. Notre convoi ne s'arrêtera pas. Pour le commandant Mbo, pas question de se dérouter. Et le capitaine en second est bien du même avis. On peut pas sauver tout le monde. On doit continuer. On a beaucoup de routes à faire, nous aussi. Et le problème, c'est que des bateaux en panne, il y en a partout. Notre bateau ne s'arrêtera pas non plus pour secourir ces autres naufragés. Ils ont failli y laisser la vie. On est tombé en panne la nuit dernière. Le courant nous a jetés sur les rochers. L'eau s'est engouffrée très rapidement dans le bateau. L'embarcation s'est échouée avec ses 80 passagers tout près du rivage. Par miracle, ils ont tous survécu et personne n'est blessé. C'était terrifiant. Heureusement qu'on a fait naufrage près du bord. Au milieu du fleuve, il y aurait eu plein de noyés. Le comble, c'est que ces infortunés en sont de leur poche pour payer des pêcheurs qui tentent de renflouer le rafio et réparer le moteur. Pendant ce temps, sur les coursives du convoi, on tue l'ennui et on boit des grandes rasades d'alcool de maïs.
à 60 degrés. Fais pas ça, mon pote, aussi. On met la musique avec nos téléphones. Des débats, des dialogues ensemble et tout. Sur le bateau, évidemment, l'alcool et la promiscuité ne font pas bon ménage. En état d'ébriété, un homme et sa femme sont passés par-dessus bord en pleine nuit, rattrapés in extremis par des passagers. Ils sont convoqués à la passerelle au petit matin. Nous allons les punir, ou on va les débarquer, ou on va les réfugier et une punition. Ça peut être quoi comme punition? Quelques coups de fouet pour les corriger, de ne plus le refaire. Un deuxième couple doit également être interrogé. Le mari ivre aurait frappé sa femme. Pour les juger, le commandant a fait appel à 2 autres voyageurs, un militaire et une policière, qui ont revêtu l'uniforme pour l'occasion. Ça, c'était très dangereux. De quel droit tu bats ta femme à bord? Je n'ai pas battu ma femme, je l'ai juste réprimandée. Je ne bats jamais les femmes, moi. Mais tu reconnais que tu t'es mal comporté parce que tu étais ivre? Mais non, vous voyez qu'elle n'est pas blessée. Venez ici, madame. C'est quoi ce bleu-là sur le bras? T'appelles ça une blessure, ça? Commence pas. Qu'est-ce que c'est que ce bleu? Et le cocard, là? Cette cicatrice, je me suis cognée toute seule. Il t'a frappé, oui ou non? Écoutez, je vous demande en notre nom à tous les deux de nous pardonner. Ne nous débarquez pas, s'il vous plaît. Je m'aplatis devant vous et implore votre pardon. Mettez-vous sur le côté. C'est le tour du couple tombé à l'eau de passer à la questionnette. Vous vous êtes bagarré avant de tomber à l'eau? C'est elle qui m'a arraché le sac des mains. J'ai perdu l'équilibre. Alors je me suis agrippé à elle et on est tombés tous les deux dans l'eau. Tu devais avoir pas mal picolé quand même. Oui, j'avais bu. Ta femme aussi. Elle aussi. Mais vous êtes sur un navire. Gardez vos disputes à la maison. Ou alors attendez d'être arrivé à destination pour vous bagarrer. Votre comportement est inadmissible. Commandant, c'est pas nécessaire de les débarquer. Je suggère de leur infliger une amende pour vous dédommager. Il faudra leur taxer une amende pour qu'ils ne reprennent pas ça à la prochaine. Le montant de l'amende n'a pas été fixé par le tribunal. Les 2 couples sont censés la payer à leur arrivée. Au milieu de ce chaos, un petit miracle. J'ai accouché avec un mois d'avance. Je pensais avoir le temps de finir le voyage et rejoindre mon mari. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais bon, c'est la volonté de Dieu. Passe une couche, mais demain tu me rembourses. Bébé, ne le lave pas dans l'eau du fleuve. Et couvre-le bien, sinon il va attraper la malaria. Et toi, pense à bien manger, car l'enfant se nourrit à travers toi. Sarah et les 700 passagers parviendront sains et saufs au port de Kisangani, le terminus de leur voyage, après 32 jours de navigation. Le convoi prendra le chemin du retour vers Kinshasa, aussi bondé qu'à l'aller.